Nous avons fait le choix d'un thème qui est dans le prolongement de la précédente intervention. Lors du dernier webinaire, nous avions évoqué la question de la valorisation du risque lié à la rupture du contrat de travail. Aujourd'hui, nous avons choisi une thématique supplémentaire qui, pour le coup, ici, va se concentrer sur la problématique du temps de travail. Aujourd'hui, lorsque vous abordez la rupture du contrat de travail d'un salarié, il n'est plus possible de l'envisager uniquement sous l'angle de la rupture, à savoir, comme on l'a vu la dernière fois, l'application du barème Macron, pas du barème Macron, donc en cas de nullité, en cas de licenciement sans cause réelle sérieuse, la question du barème forfaitaire de conciliation, etc. Là, nous étions focalisés sur la rupture du contrat, sauf qu'aujourd'hui, lorsque l'on observe le développement du contentieux, il ne se situe plus ou peu sur la question de l'indemnisation de la rupture du contrat de travail, mais bel et bien sur les demandes périphériques. Et sur les demandes périphériques, nous avons principalement aujourd'hui des demandes qui concernent le temps de travail. Alors, pour évoquer la question du temps de travail, il faut revenir sur les délais de prescription applicables en matière de droit du travail. De manière décroissante, nous avons des délais de prescription spécifiques qui s'appliquent au harcèlement et à la discrimination, puisque nous sommes restés sur des prescriptions de droit commun à 5 ans. Et ensuite, nous avons une décrue des durées, avec 3 ans qui concernent les demandes relatives au salaire. Nous avons 2 ans qui concernent les demandes indemnitaires au titre de l'exécution du contrat de travail. Et enfin, 12 mois qui concernent, pour le coup, la rupture du contrat de travail à proprement parler, c'est-à-dire la contestation du licenciement. Ici, ce matin, nous devrons focaliser notre attention principalement sur le délai de prescription de 3 ans qui s'applique en matière de durée du travail et donc de rappel de salaire. Alors, dans la durée du travail, quel est le principal risque? Le risque, c'est l'heure supplémentaire. Le risque, c'est l'annulation du forfait forfait annuel en jour qui va dégénérer, donc in fine, sur des rappels d'heures supplémentaires. Il peut y avoir également un contentieux qui est lié au travail à temps partiel. Et là, pour le coup, nous serons sur un contentieux, bien sûr, du rappel des heures complémentaires, mais également de la requalification à temps complet. Si on se focalise sur la question des heures supplémentaires, c'est un des rares domaines du droit du travail dans lequel la preuve est partagée entre les deux parties. Et le Code du travail le précise très clairement à l'article L 3171-4, c'est que la preuve n'incombe pas à l'une ou l'autre des parties spécialement, elle est répartie entre les deux. Avec un point important, c'est qu'un salarié doit d'abord fournir un ensemble d'éléments suffisamment précis de façon à justifier de sa demande de paiement d'heures supplémentaires le cas échéant pour ensuite permettre à l'employeur d'y répondre. En revanche, la preuve n'est plus la même lorsque l'on est sur les problématiques de temps de repos, lorsqu'on est sur la problématique de la prise de repos compensateur. Là, pour le coup, c'est à l'employeur qu'appartient la preuve et la démonstration effectivement de la preuve effective par les salariés. Je vous le disais, 3 ans de prescription. Alors, avec quelques stratégies qui peuvent être intéressantes, notamment lorsque l'on parle des heures supplémentaires. Le reçu pour solde de tout compte, qui peut poser problème dans un certain nombre d'entreprises dans lesquelles l'effectif ne permet pas de les établir en raison du turnover et en raison du nombre de salariés, mais le reçu pour solde de tout compte pourra être un rempart face aux demandes d'heures supplémentaires. Pour rappel, un reçu pour solde de tout compte a un effet libératoire lorsqu'il est signé par un salarié. Il est signé et non dénoncé dans le délai de 6 mois, qu'il soit dénoncé par courrier recommandé ou qu'il soit dénoncé par la simple saisine du conseil de prud'homme. Lorsqu'il n'est pas dénoncé, eh bien, c'est terminé. Un salarié qui n'a pas agi dans le délai de 6 mois, c'est terminé, ne peut plus faire de demande. Et la mention d'heures supplémentaires sur le reçu pour solde de tout compte sera, pour le coup, un véritable rempart face à des demandes des salariés qui vont peut-être se réveiller au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans. On y reviendra tout à l'heure sur l'articulation des délais de prescription.
Et surtout, avec quelques arrêts qui sont intéressants, notamment un de 2019, où on nous disait simplement que la mention salaire brut avec un montant global, eh bien, comme les heures supplémentaires, c'est du salaire, et comme c'est du salaire pas dénoncé dans le délai imparti, la conséquence quelle a été, elle a été dans ce dossier-là, c'était effectivement effet libératoire du reçu pour solde de tout compte signé par le salarié. Donc, vous avez tout intérêt à veiller à ce que les reçus pour solde de tout compte reviennent signés. Peut-être qu'il faut éviter l'envoi par recommandé et faire en sorte d'avoir des documents de fin de contrat qui sont tenus à disposition. Ça vous permettrait de faire signer les reçus pour solde de tout compte. Alors quand même, minimisons un tout petit peu la portée, c'est que les délais de prescription en matière de rupture du contrat de travail sont de 12 mois, ce qui veut dire que les salariés sont forcés à une certaine célérité. Et donc, au final, ils vont avoir consulté assez rapidement et peut-être qu'il y a un certain nombre de reçus pour solde de tout compte qui seront bien dénoncés dans le délai des 6 mois de la signature. Mais je pense que ça présente quand même un intérêt, et c'est la pratique du cabinet, c'est d'inciter à la signature. Les sanctions en matière d'heures supplémentaires, paiement d'heures sup, indemnisation des préjudices si par cas les heures sup ont conduit au non-respect des droits au repos quotidien, hebdomadaire, dépassement de l'amplitude, ceci se résout par des dommages et intérêts. Et enfin, on a quand même le risque des 6 mois de salaire au titre ultra dissimulé sur lesquels on reviendra tout à l'heure. Et également, pour le dépassement du contingent, vous allez avoir l'octroi de contrepartie obligatoire en repos. Les règles de preuve, qu'est-ce que doit fournir un salarié? Eh bien, un salarié doit fournir un décompte. Un décompte qui n'a absolument pas à être présenté sous la forme d'un agenda sur lequel vous avez la variation de l'écriture d'un jour à l'autre, d'une semaine à l'autre, changement de stylo, un coup position assise, un coup position debout, un coup écriture lisible, pas lisible. Ceci, c'était des arguments qui fonctionnaient à un moment. Aujourd'hui, le salarié fournit son décompte et il l'était avec quelques éléments, des emails, éventuellement des relevés de pointage. Alors ça, c'est quand même la preuve reine pour un salarié, et ça suffira pour pouvoir satisfaire aux règles de preuve du côté du salarié. Un juge ne peut pas rejeter en bloc une demande d'heure supplémentaire en disant que le salarié est insuffisant dans sa preuve. Si effectivement il apporte des éléments et s'il apporte notamment un décompte, il aura totalement été en capacité d'établir la preuve lui incombant. Effectivement, ces éléments doivent être quand même toutefois suffisamment précis. On y reviendra juste après. Et à nouveau, les rappels sont nombreux, dont notamment en 2024 par la Cour de cassation. Le système ne peut pas aboutir à ce que ce soit le salarié seul qui supporte la charge de la preuve. Alors, on vous a mis quelques exemples d'hypothèses dans lesquelles la preuve n'est pas rapportée et d'autres dans lesquelles elle est rapportée. Lorsque un salarié allègue des heures supplémentaires sans justification de son activité, sans justification du contenu de ce qu'il a fait, et qui aurait conduit à la réalisation des heures supplémentaires, et avec un employeur qui a réclamé les récapitulatifs d'heures au cours de la relation de travail, 2021, nous avons une Cour de cassation qui nous dit, eh bien, le salarié ne rapporte pas la charge de la preuve ou ne satisfait pas la charge de la preuve lui incombant. De manière générale, lorsqu'il ne fournit aucun nombre concernant le nombre d'heures de travail précis et qui se contente simplement de relever mensuel, ça ne suffit pas. Les extraits d'un agenda pour quelques semaines et en même temps des attestations émanant d'anciens salariés qui en plus ne pouvaient pas corroborer les décomptes du salarié, ça ne fonctionne pas, etc. Vous avez un certain nombre d'hypothèses dans lesquelles la jurisprudence fait preuve d'une certaine forme d'orthodoxie et de rigueur dans ce qu'elle admet ou pas au titre de la charge de la preuve que le salarié doit établir. A contrario, et c'est la tendance notamment de 2024, le simple tableau avec une addition hebdomadaire d'heures supplémentaires, même sans décompte quotidien, sans indication d'amplitude horaire, suffit. 10 janvier 2024. Le fait de produire des échanges de courriels démontrant qu'il recevait, le salarié, des emails tôt le matin, tard le soir, ça suffit, 12 juin 2024, etc. Le fait de produire des décomptes avec des anomalies suffit à la charge pour l'employeur de pouvoir rétablir l'exactitude du temps de travail. Tous ces arrêts, qui sont notamment les derniers mouvements de 2024, démontrent une chose, c'est que l'employeur a une tâche probatoire qui est beaucoup plus importante que le salarié, puisque le salarié se contentera d'un tableau Excel, semaine par semaine, et bon an, mal an, il aura satisfait
à sa charge de la preuve. Quelques cas pratiques pour vous donner une idée de ce que nous avons dans quelques dossiers par rapport à cette charge de la preuve. Premier cas, une directrice marketing qui conteste la validité de son forfait jour. Elle sollicite des rappels de salaire, bien sûr, puisqu'elle veut revenir à un décompte horaire sur tout ce qui dépasse les 35 heures. Qu'est-ce qui se passe? Elle nous produit notamment le décompte. Le décompte de la durée du travail avec notamment le rapprochement de la boîte mail Outlook, avec une heure de début, une heure de fin, un temps de pause le midi. Ce décompte-là est totalement suffisant. Elle nous produit également, de la manière générale, la capture des mails. Alors, vous avez vu, c'est une capture avec une photo sur Google, mais au final, les mails nous permettent de savoir la simple capture là, qui est présente, de savoir à quelle heure ont été reçus, à quelle heure ont-ils été adressés, et ceci nous permet effectivement d'avoir une preuve suffisante en la matière. Deuxième cas, là, c'est le super hiérarchique qui envoie les mails le week-end. Et en plus, laissant supposer une attente de travail le week-end. La preuve va être établie, notamment lorsque nous avons un manager qui écrit, je vous transmets un certain nombre d'éléments pendant le week-end et qu'il souhaite à ses collaborateurs un week-end studieux. Ça ne fonctionne pas. La condamnation est encourue parce que la preuve pourrait être totalement suffisante. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les mails sont votre pire ennemi. Il faut peut-être généraliser des dispositifs incitant à l'absence de réponse, notamment lorsque vous envoyez un mail à un subordonné qui, le cas échéant, en plus n'est pas en forfait jour, mais qui serait décompté en heures. Il faut peut-être généraliser des mails automatiques en disant enfin des signatures de mails automatiques en disant cet email n'appelle pas de réponse immédiate, vous répondrez pendant votre temps de travail, etc. Il va falloir mettre en place ces mesures. De même, et tout à l'heure, ça sera la partie traitée par Jérémy, il va falloir mettre en place des garde-fous sur le droit à la déconnexion. Parce que le droit à la déconnexion, c'est généralement la porte d'entrée, lorsqu'on ne le respecte pas, vers les heures supplémentaires. Donc, gros contentieux qui se développe avec des sommes de plus en plus importantes, puisque lorsqu'on a des salaires forfaitaires qui sont stipulés pour des forfaits jours, eh bien, on prend ce salaire forfaitaire que l'on divisera par 151,67 €. Lorsqu'on a des salariés qui, en plus, ont des rémunérations variables, des commissions, etc., les commissions deviennent l'assiette de calcul des heures supplémentaires. Donc, ce qui veut dire que vous allez vous retrouver avec des taux horaires en base très importants, a fortiori encore plus importants, lorsqu'on va y appliquer des majorations des 8 premières heures à 25% et à 50% pour les heures suivantes. Donc, le contentieux est massif. Est-ce que les employeurs ont des possibilités de lutter activement et efficacement? De moins en moins. Ce qui veut dire qu'il va falloir rationaliser vos pratiques RH pour s'assurer d'une limitation, à tout le moins, du contentieux sur ce sujet-là. Les salariés le savent, les avocats des salariés le savent. Ce qui est certain, c'est qu'il y a de plus en plus de succès sur ces demandes-là. Et lorsque l'on discute d'un départ négocié d'un salarié, ce sera généralement la ligne qui va venir grever de manière importante la négociation du départ. Et au-delà de la question des heures supplémentaires, maintenant, il va falloir compter avec un risque supplémentaire qui est le temps de déplacement. Le temps de déplacement, le code du travail était très clair. Ce n'est pas un temps de travail effectif. On nous disait que lorsque le temps de trajet excède le temps de trajet normal domicile de travail, notamment lorsqu'un salarié se rend directement chez un client, eh bien, il fallait prévoir un dispositif de contrepartie en repos ou de contrepartie financière. Ça, c'était une règle établie. Elle était alors parfois compliqué de savoir ce qu'était un temps de travail, un temps de trajet exceptionnel ou excédant le temps normal domicile de travail, mais c'était une règle qui était bien connue, qui fonctionnait bien. 2022, pardon, 23 novembre 2022, revirement de jurisprudence, où on nous dit que lorsque le temps de déplacement répond dans sa définition au final à un temps de travail effectif, eh bien désormais, ce n'était plus un temps de déplacement qui n'était pas décompté en tant que tel. Vous aviez le cas des rendez-vous téléphoniques tenus dans la voiture par le salarié, avec ses clients, avec les fonctions support d'une entreprise. Ça constitue désormais un temps de travail effectif. Alors que jusqu'à présent,
dans la voiture, c'était un temps de déplacement et vous saviez qu'il n'y avait qu'une contrepartie en repos ou financière à devoir traiter. Donc, il va falloir ajouter cette composante-là dans votre appréciation du sujet du temps de travail. Le simple fait d'être joignable en revanche dans la voiture ne suffira pas à qualifier le temps de déplacement en temps de travail effectif. Ce qui veut dire qu'il va falloir encore que le salarié établisse la preuve qu'il était bien en situation de réunion, en situation de conférence téléphonique, de connexion sur son application Teams en audio dans la voiture, etc. Mais ce nouveau type de contentieux peut bien fonctionner. Je vous donne un cas. Un salarié qui visite des grandes surfaces, eh bien, il va utiliser son relevé d'appel téléphonique contenu dans la fiche du contact pour être en capacité de pouvoir établir la preuve qu'il tenait des réunions téléphoniques en voiture. Et là, pour le coup, ça peut fonctionner parce que vous venez établir de la sorte la preuve de la tenue de réunion pendant les temps de trajet. Et donc là, effectivement, pour des salariés qui sont itinérants avec un haut niveau de déplacement, vous allez vous retrouver avec des demandes désormais du temps de déplacement à requalifier en temps de travail effectif. Et l'addition peut venir effectivement être lourde sur le sujet. Alors au final, les heures supplémentaires, les heures complémentaires, les temps de trajet, quelles sont les principales sanctions? Le rappel de salaire. Les dommages et intérêts, surtout si vous avez des salariés qui ne respectent plus les règles de durée maximale quotidienne, les règles du repos quotidien, les règles du repos hebdomadaire. Vous aurez des demandes indemnitaires qui seront attachées également à ce volet-là du temps de travail. Vous pouvez avoir des demandes de requalification temps partiel en temps complet avec une simple présomption, mais néanmoins, ça sera à l'employeur de pouvoir rétablir, plutôt renverser la présomption lorsque vous allez avoir des salariés qui vont avoir réalisé des heures complémentaires au-delà du ratio autorisé par l'accord d'entreprise ou par la convention collective, c'est-à-dire le tiers au mieux de la durée contractuelle. Et enfin, vous avez une importante composante parce que quand vous avez un dossier de contentieux dans lequel vous avez en plus 6 mois sur le travail dissimulé, ça vient effectivement peser très lourd. Le temps de travail, on ne peut pas l'évoquer en pensant seulement au temps de travail effectif, parce que vous avez également un volet sur le temps de repos qui est fondamental. Et ce temps de repos va généralement, certes, si on ne le respecte pas, ça veut dire qu'à un moment, il y aura peut-être des notions de temps de travail effectif, mais surtout, vous allez venir rajouter une composante indemnitaire importante. Qui doit établir la charge de la preuve du respect du droit au repos? C'est l'employeur et uniquement l'employeur. Vous allez également devoir prouver la prise des pauses quotidiennes toutes les 6 heures de travail ou moins parfois lorsque certaines conventions collectives ont négocié sur ce point-là ou des accords d'entreprise. De la même manière, vous allez devoir établir la preuve du respect des 11 heures de repos quotidien. Ceci vaut aussi bien pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures qu'au forfait jour. Et de la même manière, vous allez devoir établir la preuve du respect, le cas échéant, des 35 heures de repos hebdomadaire, c'est-à-dire 24 heures de repos hebdo, plus les 11 heures avant du repos quotidien. Tout ceci incombe exclusivement à l'employeur. Les sanctions du non-suivi du temps de repos sont assez connues. C'est l'annulation de la convention de forfait en jour, c'est les rappels d'heures sup, bien sûr, des dommages et intérêts qui, souvent dans les contentieux, oscillent jusqu'à 3 mois de salaire, voire parfois bien au-delà lorsque nous avons eu un système de temps de travail totalement déviant. Et surtout derrière, si par cas nous avons un accident survenant avec un salarié qui ne respecte pas son temps de repos quotidien ou hebdomadaire, qui ne respecte pas les amplitudes, qui ne respecte pas les durées maximales quotidiennes de travail, eh bien, ce sera le contentieux de la faute inexcusable de l'employeur, avec des conséquences qui peuvent être dramatiques, notamment lorsque l'on va avoir un salarié qui ne respecte pas les temps de repos, qui en plus, par exemple, dans le secteur du transport, ne respecte pas les temps de conduite. Ça veut dire que si nous avons un accident de la circulation, parfois avec de lourds préjudices et de lourdes séquelles, les conséquences vont être dramatiques. Un dossier de faute inexcusable peut effectivement conduire au redressement et à la liquidation d'une société. Et là-dessus, gardez-le à l'esprit. Gardez-le à l'esprit à telle enseigne que ce sont des risques pour lesquels on peut s'assurer, alors avec des cotisations en fonction des secteurs d'activité qui peuvent être lourdes, mais au final, vous pouvez vous retrouver avec des condamnations très lourdes en raison d'un accident du travail
ou d'une maladie professionnelle développée dans un contexte où on ne respectait absolument rien en matière de durée du travail. Là-dessus, attention, la faute inexcusable ne pardonne malheureusement pas. Lorsqu'il y a une rupture du contrat de travail, généralement la demande, la cerise sur le gâteau, c'est de demander 6 mois de salaire au titre du travail dissimulé. Travail dissimulé, c'est aussi bien l'absence de déclaration d'un salarié comme la mention sur les bulletins de salaire d'un temps de travail qui ne correspond pas à la réalité. Il n'y a pas besoin d'avoir une condamnation pénale préalable pour obtenir, dans le cadre d'un contentieux prud'homal à l'occasion de la rupture, les 6 mois, les 6 mois de dommages et intérêts ou d'indemnité plutôt au titre du travail dissimulé. On tiendra compte bien sûr des heures supplémentaires reconstituées et l'action en la matière se prescrit par 2 années. Donc c'est un risque, alors il n'est pas automatique et heureusement, de même il n'est pas automatique en cas d'annulation des conventions de forfait en jour, mais ce qui est certain, c'est que la demande est assez facilement accueillie aujourd'hui, au vu notamment du mouvement de jurisprudence qui a conduit à une libéralisation, une facilitation de la charge de la preuve du côté des salariés et bien sûr un durcissement avec moulement de balancier puisque c'est une répartition de la preuve du côté de l'employeur. Le temps de repos, le respect des heures supplémentaires, etc., rejaillit bien sûr sur les obligations de l'employeur en matière de sécurité. L'obligation de sécurité, je rappelle, elle n'est plus de résultat depuis les mouvements de jurisprudence dans les années 2020 et 2022. On est passé sur une obligation de moyens renforcée avec une obligation pour l'employeur, c'est de prendre toutes les mesures en matière de sécurité et de protection de la santé physique et psychique de l'employeur. Les actions de prévention, on va également les trouver dans le cadre du document unique d'évaluation des risques, avec notamment l'obligation, en fonction des seuils d'effectifs, de la programmation des actions de prévention, avec des actions d'information et de formation le cas échéant. Et lorsqu'on parle de temps de travail, lorsqu'on parle de temps de repos, lorsqu'on parle de temps de déplacement, derrière, il y aura forcément une composante obligation de sécurité qui va se porter, qui va se poser dans le cadre du contentieux, avec des demandes indemnitaires, 2 à 3 mois de salaire sans aucune difficulté, et avec des juridictions qui n'ont pas de problème à les prononcer. Et surtout, au final, on est sur un empilement. Licenciement sur lequel on a accepté un risque, préavis, indemnité de licenciement, dommages et intérêts dans le cadre du barème de l'article L1235-3 du Code du travail, c'est-à-dire le barème Macron. Sauf qu'au final, dommages et intérêts non-repos quotidien, dommages et intérêts non-repos hebdo, dommages et intérêts amplitude, dommages et intérêts non-respect de la durée quotidienne, heures supplémentaires, etc. Faute inexcusable. Au final, un salarié qui a 2-3 ans d'ancienneté sur lesquels on pensait pouvoir maîtriser le risque, au final, on ne le maîtrise absolument plus parce qu'au final, le risque total d'un dossier prud'homal ne va peut-être représenter 5 fois, 10 fois, 15 fois le montant qu'on avait envisagé à la base. Donc, raison pour laquelle vous devez absolument maîtriser ce risque. Le risque temps de travail rejaillit également sur la question de l'origine de l'inaptitude. Lorsque le salarié a été déclaré inapte à la suite d'arrêt de travail pour maladie simple, on se dit, on a maîtrisé notre risque puisque nous allons avoir le paiement de l'indemnité de licenciement, pas de paiement du préavis, pas de doublement de l'indemnité légale en se disant, on est assez serein sur ça. Sauf que non. Un employeur qui ne respecte pas les règles en matière de temps de travail, en matière de temps de repos, en matière d'amplitude, etc., de temps de conduite pour le transport, nous allons avoir ces manquements-là qui vont rejaillir sur l'inaptitude. Puisqu'on considérera que l'inaptitude aura, le cas échéant, un lien avec ces manquements-là, ce qui veut dire qu'on va raisonner sur l'imputabilité de l'inaptitude à un manquement de l'employeur. Et au final, si cela est retenu par le Conseil de prud'homme et par la Cour d'appel, eh bien, vous allez vous retrouver avec un doublement de l'indemnité de licenciement, avec le paiement du préavis, parce qu'on aura des manquements à l'obligation de sécurité. Et donc, au final, on va emporter le dossier d'inaptitude qui n'avait absolument aucune faille sur le reclassement, sur la déclaration d'inaptitude, sur la procédure. Eh bien, votre licenciement va être balayé
Parce que tout simplement, le salarié va aller chercher des éléments périphériques pour venir contester son licenciement et ne pas l'attaquer frontalement sur la question de la régularité de la procédure, de la régularité du reclassement ou encore de la procédure. Et de la déclaration d'inaptitude, pardon. Et donc, votre licenciement partira effectivement avec l'eau du bain, puisque vous allez vous retrouver avec un licenciement au mieux sans cause réelle sérieuse, au pire avec le volet de la nullité. Également, la sanction de l'obligation de sécurité peut être appréhendée de manière assez disparate, tant sur la contestation d'un licenciement intervenu, sur la contestation de l'exécution du contrat avec des rappels d'heures sup, ou d'heures sup ou de dommages et intérêts en fonction des manquements qui sont reprochés à l'employeur, mais également cela peut fonder une résiliation judiciaire au tort de l'employeur, dans ce qui veut dire que ce sera un salarié qui saisit le conseil de prud'homme, reste dans l'effectif pendant tout le temps de la procédure, ce qui veut dire qu'il a tout loisir de consolider et de conforter son dossier de contentieux jusqu'au moment où il y aura une décision d'un conseil de prud'homme qui nous dira si oui ou non, eh bien, il y a rupture au tort de l'employeur. La prise d'acte, effet atomique, le salarié s'en va du jour au lendemain sur la simple base d'un courrier adressé à son employeur. Et à charge pour lui de saisir le conseil de prud'homme pour obtenir la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Donc l'obligation de sécurité, elle irrigue également le contentieux de la rupture prononcée par une juridiction. Et également, elle peut venir irriguer le contentieux de l'exécution déloyale du contrat de travail, avec également de nouveau des réparations à la clé. Un mot sur la faute inexcusable. La faute inexcusable, je rappelle que c'est un manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité. L'employeur doit avoir conscience du danger et on doit avoir une faute de l'employeur. Les conséquences, des majorations, bien sûr, des rentes servies par la CPM et surtout, ce qui coûte cher, c'est l'indemnisation de tous les préjudices complémentaires. Depuis la décision du Conseil constitutionnel en 2010, on a déplafonné la question des indemnisations et on a estimé que tout était indemnisable. Un accident du travail peut donner lieu à des réparations très exotiques, préjudice esthétique, préjudice d'agrément, préjudice causé dans le cadre d'activités sportives, préjudice sexuel, etc., etc., préjudice d'anxiété dans certaines composantes des accidents ou des maladies professionnelles, notamment liées à l'amiante. Donc, ce qui veut dire que vous allez avoir un déplafonnement total. Et lorsque nous n'avons pas de respect des règles du temps de travail et de temps de repos, ce risque-là est important et il est encouru, mais il est assurable. Donc, au final, depuis tout à l'heure, je vous donne un empilement de risques qui peut être particulièrement lourd, puisque au final, votre seule appréciation du risque lié à la rupture du contrat de travail va peser peut-être que 10% du dossier lorsque l'on fait l'addition de tout le reste. Vous l'avez noté, la charge de la preuve est difficile, les risques de condamnation sont très élevés, et effectivement, vous êtes obligé d'avoir un pour les postes qui sont exposés aux emails, qui sont exposés aux messages, aux SMS, à WhatsApp, etc. On y viendra tout à l'heure sur le droit à la déconnexion. Vous devez avoir une hygiène impeccable numérique. De la même manière, vous devez faire très attention à la tenue des décomptes sur le temps de travail pour les salariés qui sont aussi bien en forfait jour qu'en heure. Là-dessus, vous n'avez pas le choix. C'est le seul moyen pour l'employeur d'établir la preuve du respect des temps de pause, des temps de travail, des durées maximales quotidiennes, etc. Donc, ce qui veut dire que vous êtes obligé de revenir à du formalisme sans forcément tomber sur la pointeuse, parce que la pointeuse, pour le coup, est difficilement contrôlable a posteriori, puisque les temps ont été enregistrés, mais ce qui est certain, c'est que vous êtes obligé d'appliquer strictement ces règles-là, et elles rejaillissent ensuite sur la question du droit à la déconnexion. Bonjour à tous. Je vais désormais opérer un focus sur le droit à la déconnexion qui est intimement lié à la durée du travail, puisque vous le savez, hein, un salarié doit accomplir ses fonctions et ses tâches pour de son temps de travail, et à contrario, il n'a pas à être dérangé pendant son temps de repos. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, la notion de droit à la déconnexion, elle n'est pas récente, puisqu'elle a commencé à être consacrée par la jurisprudence au début des années 2000. On était très loin de tous les outils connectés, collaboratifs et autres messageries instantanées à ce moment-là, mais on a vu poindre
dans la jurisprudence, toujours au soutien de demandes de réparation ou de rappel de salaire qui concernaient la durée du travail, on a vu poindre cette notion de déconnexion, qui au départ n'était pas définie avec précision, puisqu'on nous disait le salarié doit bénéficier de son droit à la déconnexion en dehors de son temps de travail. On a vu un empilement législatif débuter autour de cette notion. Ça a commencé par la loi du 8 août 2016 et ensuite on a eu un accord national interprofessionnel qui est vraiment venu définir plus précisément le droit à la déconnexion. Et vous verrez que, ça fait l'objet de ma slide, le droit à la déconnexion, c'est le droit pour tout salarié de ne pas être connecté à un outil numérique professionnel en dehors de son temps de travail. Et les mots ont du sens. On ne nous dit pas que le salarié n'a pas à répondre ou traiter ou être dérangé par le biais d'un outil numérique, mais c'est même le droit à ne pas être connecté. Vous allez me dire, mais comment je peux, en 2024, veiller à ce que le salarié ne soit pas connecté à l'heure où il n'y a pas plus simple que d'envoyer un SMS, d'utiliser un outil collaboratif, une messagerie instantanée. On voit publier dans tous les dossiers des captures d'écran de messages WhatsApp, puisqu'il est devenu simple pour communiquer de créer des groupes au sein de l'entreprise dont on a du mal à contrôler. Et sur le principe, le salarié, durant son temps de repos, n'a pas à être connecté à ces outils. Le droit à la déconnexion, où est-ce qu'on le retrouve? On le retrouve dans le cadre de la négociation annuelle sur l'égalité professionnelle entre les femmes et dans le cadre de la négociation sur la qualité de vie et des conditions de travail. Alors, ces négociations s'appliquent à partir d'une certaine taille d'entreprise, donc il peut y avoir certaines sociétés qui ne sont pas concernées. Pour autant, les sociétés sont concernées à double titre. Lorsqu'on a des salariés dont la durée du travail est décomptée dans le cadre d'un forfait annuel en jour, puisqu'il y a une obligation, c'est de prévoir le droit à la déconnexion dans le cadre de la convention individuelle de forfait, ou à défaut dans le cadre du dispositif conventionnel ou de l'accord d'entreprise qui prévoit la mise en place de ce dispositif. Et enfin, et bon nombre d'entreprises ne sont pas informées de ceci, c'est que dans tous les cas, peu importe l'activité, peu importe qu'on ait un texte conventionnel qui viendrait régir le droit à la déconnexion, on doit s'inquérir de ce sujet et notamment prendre à tout le moins des dispositions dans le cadre d'une charte. Voilà. Donc, la charte, c'est un document qui est établi unilatéralement par l'employeur qui, lorsqu'il y a des institutions représentatives du personnel au sein de l'entreprise, doit faire l'objet d'une information et d'une consultation avant son déploiement. Mais voilà, toutes les sociétés sont sur le principe, peu importe la taille de l'entreprise, concernées par le droit à la déconnexion et doivent à tout le moins être régies par une charte. Les enjeux, quels sont-ils? Se recoupent à ce que vous a présenté Fabrice dans le cadre du développement lié aux risques qui sont en lien avec la durée du travail. On a le risque lié à l'obligation de sécurité de l'employeur. On a une obligation d'évaluer et de suivre la charge de travail du collaborateur, d'assurer l'effectivité des temps de repos. Le droit à la déconnexion est en lien avec les risques psychosociaux qu'on voit poindre de plus en plus dans les dossiers. Donc, il faut anticiper et prévenir ce risque lorsqu'on a déjà des salariés qui ont soit pris la plume, soit alerté l'employeur à propos de l'existence de ce risque-là. On doit aussi s'assurer de l'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Et enfin, assurer et promouvoir l'égalité professionnelle. On vous a fait un petit panorama des risques contentieux qui sont en lien avec le droit de la déconnexion. Et vous pouvez voir que on trouve le droit à la déconnexion dans bon nombre de sujets qui sont relatifs à la durée du travail. On voit que le risque qui est lié au droit à la déconnexion, on le retrouve dans le non-respect des durées maximales de travail, dans le non-respect par l'employeur des clauses de l'accord collectif, et à chaque fois, le droit à la déconnexion est invoqué au soutien de demandes indemnitaires avec des rappels d'heures supplémentaires, du travail dissimulé, l'annulation des conventions annuelles de forfait jour, le rappel de congés payés, puisqu'on peut avoir, dans le cadre du respect du droit à la déconnexion, des salariés qui seraient dérangés pendant des périodes de suspension du contrat de travail, des congés payés, ou encore en maladie. On a parfois besoin d'avoir des réponses immédiates, notamment parce qu'on aurait on aurait un arrêt de travail inopiné qui viendrait paralyser un petit peu l'activité. Et il n'y a rien de plus simple à l'outil, à l'heure des outils connectés, que de faire simplement un SMS, un message en se disant, bon, j'ai besoin de cette information, elle est essentielle, ça va prendre 30 secondes au collaborateur de me répondre, et finalement, on est en train de porter atteinte au droit à la déconnexion. Et le juge prud'homal
ne vient pas faire un distinguo entre des atteintes au droit à la déconnexion qui seraient répétées, mais il suffit que le salarié arrive en disant bah, écoutez, moi, regardez, jour 1 de mon arrêt maladie, alors que, par exemple, mon employeur avait connaissance que mon arrêt maladie était lié à un épuisement professionnel ou du moins avait un lien avec ma situation professionnelle. La première chose qu'on fait, c'est on me demande tout un tas d'informations, on me dérange alors que je suis en période de convalescence. On retrouve ensuite le droit à la déconnexion hein, au soutien de demandes de harcèlement moral ou encore de faute inexcusable. Et vous verrez, on vous a mis des références d'arrêt qu'à chaque fois, le juge fait mention de l'obligation et du non-respect par l'employeur dans le cadre de la condamnation du droit à la déconnexion. Quelles démarches et quels diagnostics sont à mettre en œuvre pour assurer le droit à la déconnexion? Alors, on a pris un- à notre compte la démarche d'analyse qui a été proposée par Hervé Lanouzière, qui est le directeur de l'ANACT. 3 temps. L'organisation du travail. Il faut recenser les facteurs conduisant à ce qu'une personne se sente obligée de travailler ou non en dehors de son temps de travail. Alors, tout dépend des activités. Il y a des activités où tout est digitalisé. Donc, nécessairement, tous les salariés ont à leur possession des outils numériques qui font que on est tout le temps en train de faire du ping-pong, de mails, de messages ou autres, et d'autres activités où le droit à la déconnexion, finalement, est plus facile à assurer. Mais pour pouvoir se situer par rapport à ce risque-là, encore faut-il avoir recensé les facteurs. On va ensuite opérer une évaluation qualitative donc, de l'allocation des ressources, donc savoir quels sont les outils numériques qui sont mis à leur disposition, est-ce que les salariés peuvent être dérangés facilement ou pas. Et c'est une fois qu'on a mis en place ce diagnostic qu'on va pouvoir sensibiliser notamment le management, puisque c'est au management de faire respecter en premier le droit à la déconnexion et surtout, euh, on va dire, donner l'exemple. Si un manager lui-même répond en dehors de son temps de travail à tout un tas de mails ou autres, on peut être sûr qu'il va faire la même chose avec ses collaborateurs dont il est le supérieur hiérarchique. Et c'est justement ce sujet-là qu'il faut éviter parce que il y a un ruissellement et finalement, les managers doivent être sensibilisés. On peut faire un état des lieux avec eux, on peut les former surtout à respecter le droit à la déconnexion. Et ensuite, il faut être vigilant au comportement individuel. Il ne faut pas hésiter à recadrer un salarié dont on s'apercevrait qu'il ne respecte pas le droit à la déconnexion, ou à tout le moins le sensibiliser. Et là, toujours pareil, pour s'aménager des preuves en vue d'un éventuel contentieux, alors que ce soit avec ce salarié ou avec ses subordonnés, ne pas hésiter à matérialiser ces recadrages, cette sensibilisation par écrit, pour pouvoir disposer de preuves en cas de contentieux. Très important, le droit à la déconnexion doit être abordé dans le cadre du document unique d'évaluation des risques professionnels. On l'aborde souvent sous l'aspect des risques psychosociaux, mais vraiment ne pas hésiter à faire un focus sur le droit à la déconnexion, sur les risques identifiés par rapport à l'activité, par rapport au management au sein de l'entreprise, et ensuite décliner des mesures personnalisées, à tout le moins décliner des mesures à mettre en œuvre sur ce sujet spécifique. On peut ensuite répertorier, toujours pareil, dans ce DURP notamment, on peut répertorier les pratiques dans l'entreprise, les personnaliser suivant les différents services, puisqu'il y a des services qui sont à même d'avoir un risque d'atteinte au droit à la déconnexion plus important, notamment la communication, le marketing ou le département, par exemple, commercial, où on a beaucoup de relations avec les clients, les prestataires ou les salariés. Et enfin, il faut faire un rapprochement avec le système informatique de l'entreprise ou la DSI pour essayer déjà de voir s'il y a des connexions en dehors du temps de travail sur les outils professionnels et ensuite pour voir ce qu'on peut mettre en œuvre pour essayer de résorber ce risque-là. On va vous présenter plusieurs mesures que nous on propose à nos clients pour entourer le respect du droit à la déconnexion. Les différentes actions à mettre en œuvre, donc, on peut lutter contre la surcharge informationnelle, on peut lutter contre l'utilisation des outils numériques et notamment le stress qui est induit par cette utilisation-là, et enfin assurer le droit à la déconnexion en dehors du temps de travail. Je reviens très rapidement sur la définition, donc je vous l'ai présenté. Quels sont les outils de communication qui sont concernés? Les ordinateurs portables, téléphones portables, tablettes. Ce sont des outils dont bénéficient très largement désormais les salariés.
Et ensuite, on a les canaux numériques, le téléphone, les SMS, audioconférences, les outils collaboratifs et les messageries instantanées qui, pour le coup, polluent et laissent des traces que l'on retrouve très, très facilement dans le cadre des contentieux et pour lesquels on a du mal à se battre, puisque on a à chaque fois la date, l'horaire et on n'a pas forcément derrière pour une réponse qui est faite un quart d'heure après. On a du mal à pouvoir quantifier et convaincre le juge que finalement, le temps de travail qui résulte de cet échange-là n'est que de quelques secondes, puisqu'on aura eu potentiellement un quart d'heure, 30 minutes ou une heure, ce qui va laisser la part belle aux salariés de pouvoir dire, mais écoutez, moi j'ai reçu ce message à 21 h, j'ai répondu à 22 h parce que j'étais en train de plancher pendant ce temps-là. Et donc, je réclame 1 heure de temps de travail effectif, alors que potentiellement, le salarié n'a eu besoin que de 30 secondes pour répondre à la question de son manager ou de son employeur. Le droit à la déconnexion, il s'applique à tous les salariés, vraiment à tous les salariés. Et on a une application universelle, ça peut être aussi vis-à-vis des stagiaires, des alternants. Les seuls qui sont exclus, et donc c'est une catégorie très faible, ce sont les cadres dirigeants. Sinon, le droit à la déconnexion s'applique à tout le monde, donc c'est un risque qui est prégnant au sein de l'entreprise et dont on doit en assurer l'effectivité. On a une garantie d'immunité qui est offerte aux salariés. Le salarié ne peut pas être sanctionné ou se voir ralentir dans sa progression, par exemple, professionnelle, parce que il aurait fait valoir son droit à la déconnexion, parce qu'il aurait refusé de répondre à des sollicitations en dehors de son temps de travail. Donc, on a vraiment une immunité qui est consacrée par les textes. On a des garanties qui sont prévues. On n'a aucune obligation de réponse aux sollicitations professionnelles en dehors du temps de travail, peu importe le caractère urgent ou non. Alors, le salarié a le droit d'ignorer les sollicitations de son employeur et il a un droit d'alerte qui lui appartient. Donc, il a le droit d'informer son employeur du fait que son droit à la déconnexion ne serait pas assuré. Et à ce titre, parmi les garanties, il a le droit, et on doit en assurer l'effectivité, ceci dans les plus brefs délais, à un entretien au cours duquel doit être abordé le droit à la déconnexion et doivent être prises des mesures pour en assurer l'effectivité. Comment peut-on border ce risque-là? Plusieurs approches. On a l'approche responsabilisante, où finalement on essaie de maîtriser les outils numériques, mais on laisse la possibilité à chacun de pouvoir y accéder. On appelle à la responsabilité, mais ça veut dire qu'on ne maîtrise pas non plus tout. On a une responsabilité partagée entre le salarié et son employeur. On l'invite à respecter son droit à la déconnexion, notamment dans le cadre de chartes. Et comme je vous l'ai indiqué, on a un rôle très important des managers, puisqu'on va leur demander de s'assurer que leurs subordonnés respectent bien le droit à la déconnexion. Et on va leur demander aussi de veiller à ce qu'eux-mêmes ne portent pas atteinte à ce droit à la déconnexion. On a ensuite une seconde approche, l'approche autoritaire, où véritablement, en fait, on va paralyser l'accès aux outils numériques euh, par le salarié. Alors, c'est beaucoup plus difficile à mettre en place, puisque ça nécessite notamment la collaboration du service informatique, et donc d'avoir un service informatique assez structuré, puisque on va tout simplement, par exemple, borner des périodes où les salariés n'auront pas accès à leurs outils numériques, par exemple, entre 20 h le soir et 8 h, pas d'accès à la boîte mail, pas d'accès aux outils collaboratifs, sauf par exemple si le salarié a une raison impérative de se connecter, ou on va lui demander par exemple de renseigner le motif de sa connexion, et dans tous les cas, ça sera limité, et on lui demandera et on vérifiera si la connexion était nécessaire. Voilà, donc ça, c'est une approche beaucoup plus autoritaire, ce qui peut entraîner une paralysie de l'activité, qui peut offrir moins de flexibilité, parce qu'on peut avoir des demandes de clients qui sont urgentes et donc qui nécessitent qu'on y réponde du tac au tac. Donc c'est vrai que c'est une approche qu'on a du mal à déployer dans certains secteurs d'activité. Qu'est-ce qu'on peut faire en termes de sensibilisation? On peut créer un espace informatique dédié sur l'intranet de l'entreprise. On peut programmer les réunions sur le temps de travail, donc prévoir des plages de réunions entre 9 h et 18 h, par exemple. Éviter de fixer des réunions en fin de journée ou très tôt le matin, puisque généralement ces réunions s'inscrivent en dehors du temps de travail, ou lorsqu'on met une réunion à 18 h, ça peut déborder et donc induire des heures supplémentaires
à la fin de la semaine pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en heures. On forme les managers, on les sensibilise sur qu'est-ce que le temps de travail, qu'est-ce que le temps de travail effectif, quels sont les droits au repos, qu'est-ce qu'on doit respecter en termes de limite maximale de durée du travail, de repos quotidien, de repos hebdomadaire. On anticipe aussi les délais, on fixe les priorités, notamment lorsqu'on doit assurer certains projets. Il faut être capable de quantifier les ressources, le temps de travail nécessaire pour chacun de ces projets pour éviter d'avoir à déborder, pour éviter d'avoir des salariés qui sont contraints de travailler le soir, de travailler le week-end, de travailler pendant leur congé ou pendant des arrêts maladie. Donc il y a un vrai calibrage sur l'activité. Lorsqu'on prend un projet, lorsqu'on s'inscrit par exemple, dans une nouvelle démarche commerciale avec un nouveau client, il faut vraiment mesurer les délais, les priorités pour assurer le droit à la déconnexion. Et ensuite, on peut mettre en place, en sus de la charte, un guide des bonnes pratiques qu'on pourrait diffuser sur l'intranet, et donc où on sensibilise les collaborateurs au respect au droit à la déconnexion, aux garanties qui sont apportées. Quelques mesures pour lutter contre la surcharge informationnelle. On peut s'interroger sur la pertinence de la messagerie électronique, donc essayer d'envisager d'autres moyens de communication. On peut éviter la messagerie instantanée aussi, puisque ça entraîne un ping-pong, ça entraîne de nombreux échanges. S'interroger notamment sur la nécessité de mettre les collaborateurs en copie, puisque on a une tendance, notamment pour les managers, de mettre les personnes avec qui ont travaillé sur le projet, de mettre ses subordonnés en copie de tous les échanges de mails. Alors, on peut avoir un manager qui, par exemple, relève de la catégorie des cadres dirigeants, ce qui fait qu'il n'est pas astreint à la durée du travail. Donc lui, ce n'est pas un problème s'il écrit 24 heures sur 24, entre guillemets, à l'exception de ses périodes de congé. Sauf que le fait de mettre ses collaborateurs en copie, surtout le collaborateur qui est consciencieux, qu'est-ce qu'il va faire il va au moins ouvrir le mail. Voilà. Même s'il n'y a rien à traiter, il va l'ouvrir et il va être pollué. Et il suffit que derrière, il ait mis un accusé de lecture et finalement, il disposera de la preuve pour dire mon manager a écrit dimanche à 20 h. Certes, il ne me demandait rien, il n'y avait rien qui était urgent au lundi, mais pour autant, j'étais sur mon canapé, je l'ai lu, et ceci à de nombreuses reprises. Donc, s'interroger sur la nécessité ou non de mettre en copie, quitte à transférer ses mails pendant le temps de travail si c'était vraiment important, mais il faut vraiment s'interroger sur l'utilité de mettre en copie cachée ou autre et faire preuve de modération. S'interroger aussi sur les fichiers à joindre, notamment les fichiers volumineux, parce que c'est pareil, un salarié va avoir tendance à ouvrir le fichier, à prendre connaissance de l'Excel ou autre, et ceci va entraîner qu'il va y consacrer du temps, et ça va lui permettre derrière de demander à ce que ce temps-là soit requalifié en temps de travail effectif. On évite de contacter les salariés donc en dehors de ces horaires de travail. On peut désigner aussi un interlocuteur, notamment qui sera chargé d'échanger avec les salariés ou d'être on va dire la partie prenante, celui qui reçoit tout ce qui est atteinte au droit à la déconnexion. Et on a tout un tas de mesures qui peuvent être mises en œuvre. Alors généralement, on les décline dans le cadre de la charte ou de l'accord collectif, mais c'est bien beau de l'avoir inscrit sur le papier, mais encore faut-il qu'on le respecte. Le fait d'avoir une charte ou un accord collectif sur le droit à la déconnexion n'est pas un blanc-seing pour qu'on arrive devant la juridiction prud'homale en disant mais regardez, le droit à la déconnexion, il est régi par des textes au sein de l'entreprise. Mais pour autant, si le salarié arrive avec tout un tas d'éléments qui lui permettent d'accréditer la thèse sur laquelle ce sont que des bonnes intentions, mais ce n'est pas suivi des faits, cela ne nous protégera pas. Encore quelques mesures de restriction informatique, on peut faire des choses. Voilà, on peut faire des choses, notamment intégrer en signature de mail, c'est souvent la première mesure qu'on met en place, intégrer en signature de mail comme quoi ce mail n'appelle pas de réponse immédiate, il n'appelle pas de travail en dehors des horaires de travail. Donc c'est une mesure à mettre en place qui ne coûte pas cher entre guillemets et qui peut être déclinée facilement. Encore quelques mesures, voilà, prévoir des dérogations lorsque cela est nécessaire, puisqu'on peut avoir un dispositif d'astreinte, on peut avoir des salariés qui sont à l'étranger et qui donc travaillent sur des fuseaux horaires qui ne correspondent pas à leur temps de travail, on peut avoir des déplacements professionnels. L'essentiel, c'est que les dérogations soient prévues, qu'on puisse expliquer pourquoi on a un salarié qui s'est connecté en dehors de son temps de travail et pouvoir circonstancier que le droit à la déconnexion est respecté
sauf cas impératifs qui sont liés à l'activité, pour lequel derrière on peut avoir par exemple des temps de repos supplémentaires, ou lorsqu'il y a du temps de travail effectif qui excède la durée normale, ça a été pris en compte, les heures supplémentaires ont été payées, ou si le salarié est soumis à un forfait un jour, si on excède 210 jours, ces jours de travail supplémentaires ont été pris en compte, mais en tout cas prévoir les cas d'urgence qui nécessitent que le droit à la déconnexion soit assoupli. En conclusion, il faut vraiment assurer l'effectivité du droit à déconnexion. On voit vraiment que depuis 2, 3 ans, on a un vrai mouvement. On voyait très peu poindre le droit à déconnexion dans le cadre des contentieux. On le voit à toutes les sauces, hein. On le voit dans le cadre de contentieux liés à la rupture. On le voit dans le cadre de contentieux liés à l'inaptitude et aux conditions de travail. On le voit dans le cadre des contentieux liés à la durée du travail. Et c'est vrai que les juges, ils sont de plus en plus sensibles à l'heure du numérique, hein. Donc vraiment, il faut s'y intéresser, il faut se douter d'outils. Si on n'a pas de charte, hein, c'est par là qu'il faut commencer. Mais il ne faut pas laisser le sujet de côté, quand bien même on aurait une activité, hein, on va dire, de manutention ou autre, où on se dirait, mais finalement, mes salariés, je sais pas, j'ai une activité de transport, ils sont au volant toute la journée. Ben non, parce qu'on voit poindre, hein, notamment dans les contentieux ou dans le traitement des dossiers, que ben, même si le salarié il est derrière son volant, il a un téléphone professionnel ou pire, un téléphone personnel dont il fait usage à titre professionnel. Et on a du SMS, on a du WhatsApp, on a tout un tas de messages qui s'échangent. Et finalement, on est aussi concerné par le droit à la déconnexion. Donc, c'est vraiment tous les secteurs d'activité qui sont concernés. Et il faut prendre ce sujet à bras le corps. Bien former ces managers, ils sont le relais sur le terrain. Vous ne pouvez pas être partout. Donc, il faut vraiment les sensibiliser à ce sujet, leur faire prendre conscience que derrière, hein, même si c'est qu'un message, même s'il est isolé, ben derrière, ça peut avoir des conséquences, hein, dans le cas des situations individuelles, hein. Donc, vraiment, travail de concert avec eux pour que ce sujet soit travaillé. Et enfin, la direction a un rôle essentiel puisque c'est bien elle qui doit former ses managers. Et au final, j'ai envie de dire, c'est la seule qui sera mise en responsabilité hors cas de délégation de pouvoir, mais c'est la seule qui sera mise en responsabilité en cas de contentieux sur ce sujet. Donc au final, droit à la déconnexion, respect des temps de travail, respect des temps de repos, c'est effectivement une nébuleuse pour beaucoup d'entreprises parce que eh bien, il y a l'effet parfois petite taille d'entreprise où effectivement tout le monde est très investi, mais à un moment ou un autre, il peut y avoir la question de l'addition qui se présente. Et pour les entreprises de plus grande taille, aujourd'hui, c'est devenu un vecteur fondamental d'appréciation de risque et surtout, dans le cadre des discussions de départ négociées notamment, ce sera une composante absolument essentielle. Ce qui est certain, c'est que si aucune mesure n'est prise, si on ne maîtrise absolument pas cette thématique du temps de travail, du temps de repos et du droit à la déconnexion, qui est la dernière composante la plus moderne, ce qui est certain, c'est qu'il n'y a quasiment aucun moyen de se défendre dans le cas d'un contentieux et l'addition sera particulièrement lourde malheureusement. Les dossiers en temps de travail sur des cadres et notamment dans le contentieux du forfait jour, c'est plusieurs centaines de milliers d'euros à chaque fois qui sont débattus dans le cadre des instances. Et comme on a barimisé la rupture du contrat de travail, eh bien, le contentieux s'est reporté sur ces nouvelles composantes, ou à tout le moins, elles ont, ces composantes-là, retrouvé une force toute particulière dans le cadre des contentieux. Donc, c'est la raison pour laquelle on voulait vous alerter, vous sensibiliser sur ces problématiques-là qui irriguent, nous, notre quotidien, notamment en termes de négociation collective, qui irriguent notre quotidien dans le cadre de la gestion des contentieux. Alors, est-ce qu'il y a des questions